depuis la crise, tout a changé dans notre sommeil. Pourquoi? Parce que autant les autorités politiques ont fait le job, restez chez vous, c'est ce qu'il fallait faire, autant les autorités sanitaires n'ont pas fait le travail. Pourquoi? Parce que ce qu'il aurait fallu dire tout de suite, c'est levez-vous à la même heure que d'habitude, télétravaillez aux heures de bureau, donc restez synchronisés par rapport à avant, et puis surtout n'ayez pas peur, on va vous donner toutes les armes pour vous battre. Donc on pouvait jouer à la fois sur les rythmes et sur la peur. La coronasomnie est une réalité clinique que je vois tous les jours, puisque énormément de personnes qui dormaient parfaitement bien avant la crise ne dorment plus bien. La consommation, malheureusement, de ces poisons qu'on appelle les somnifères a explosé, de même que les antidépresseurs. Alors pourquoi les antidépresseurs? Parce que si on subit l'effet Netflix, c'est-à-dire série, c'est-à-dire qu'on se couche beaucoup plus tard que normalement, on se lève plus tard. Or, le retard de phase est un facteur déclenchant pour la dépression. La dépression, c'est essentiellement le fait de se coucher trop tard et de se lever trop tard. Et deuxièmement, il y a également l'effet anxiété, parce que quand on dort, on est complètement vulnérable. Et des fois qu'il y a un tigre à dents de sabre qui passe dans le coin, ou bien un vilain virus, on a une stimulation des centres d'éveil. Et si on stimule l'éveil, eh bien on dort moins bien. Donc les deux conjugués font cette coronasomnie, retard de phase ou avance de phase pour ceux qui vont Netflixer très tôt le matin, et surtout anxiété. Le sommeil a des influences sur le corps, mais aussi sur le psychisme. Par quel mécanisme? Ils sont assez simples à comprendre. En tout premier lieu, il y a la question de la dépression, puisque 100% des déprimés dorment mal, 90% ne dorment pas assez et 10% dorment trop. Les anxieux aussi stimulent tellement leur centre d'éveil qu'ils ont beaucoup de mal à s'endormir et souvent sont réveillés plusieurs fois pendant la nuit. Et puis il y a d'autres pathologies mentales, en sachant que c'est une question à double entrée, c'est-à-dire parce que je suis déprimé, je vais mal dormir, mais aussi parce que je dors mal, je vais déprimer. Il y a un vieil adage qui court parmi les épidémiologistes du sommeil qui dit que le déprimé de 40 ans a été un insomniaque à 20 ans. Stress et anxiété sont une manière normale, souhaitable de ne pas dormir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne dort pas, on est complètement vulnérable. Reportez-vous à l'époque où nous étions dans nos cavernes, style Cro-Magnon, lorsqu'il y avait un ennemi qui se profilait ou un fauve, un prédateur. C'était très important d'avoir une ou deux personnes, au moins, en général les personnes âgées, c'est quand il y en avait, qui étaient des sentinelles et qui pouvaient se réveiller au moindre bruit. Et de nos jours, c'est la même chose, à savoir que si quelqu'un est dans un lieu non sécurisant, il va mal dormir. On ne dort pas si on n'est pas en sécurité. Or, le coronavirus, et pas lui, pas seulement lui, la crise sanitaire fait qu'on a peur de la maladie, mais on a peur aussi de la possible faillite. On peut avoir peur de son conjoint, parce que si on vit confiné dans un espace trop rétréci, c'est compliqué. On peut avoir peur des fins de mois. Bref, la peur s'est installée, et avec elle, l'insomnie. Tout dépend. Ça ne fait que 2 ans que nous sommes dans la crise. C'est pas encore un temps trop long. Mais il faut faire attention. On l'a vu, une dette de sommeil peut amener au cancer, peut amener à l'infection. Et c'est sûr que là, ça peut être irréversible. En revanche, si on est inquiet par rapport au risque augmenté d'infarctus par le biais du stress et par le biais aussi de l'hypertension artérielle, les choses sont probablement réversibles, sauf si l'infarctus s'est produit, bien entendu. Donc, globalement, les dégâts, lorsqu'ils ne se sont pas produits, infarctus, cancer, infection, etc., lorsqu'ils ne se sont pas produits, bien sûr, c'est réversible. Et bien sûr, on a tous les moyens pour traiter ces risques. La crise, nous l'avons vu, a 2 mots-clés. Peur
et désynchronisation. La désynchronisation, c'est le plus facile à traiter. Il suffit finalement de retrouver les rythmes qu'on avait dans le monde d'avant. Donc on se pose la question, tel jour j'avais une pêche d'enfer, tout allait bien. À quelle heure je m'étais mis au lit, à quelle heure à peu près je m'étais endormi, à quelle heure je m'étais levé. Et ça va être les horaires de référence. À partir de ce moment-là, si on a des problèmes, parce que si on dort bien, on fait ce qu'on veut, mais à partir de ce moment-là, on se couche à peu près à la même heure que quand tout allait bien, et surtout on se lève exactement à la même heure. Et on s'y tient, y compris les week-ends, y compris des lendemains de fête. Vous voyez, par exemple, pour vous parler de moi, hier soir, moi qui suis un sujet du matin, qui me lève tous les matins à 5h30, je me suis couché un peu plus tard parce que j'étais à une soirée avec des amis. Je me suis couché à minuit et demi. Je me suis quand même levé à 5h30 et je m'autoriserai 2 ou 3 micro-siestes de 5-10 minutes dans la journée, puisque je vais prendre le TGV, et tout ira bien. On ne doit jamais se désynchroniser, surtout si on est du matin, parce qu'on est chronorigide. J'avais publié une étude qui montrait, je crois assez bien, que beaucoup de personnes qui étaient hospitalisées pour dépression étaient des personnes qui étaient du matin, génétiquement, et qui pour une raison X, un accident, une grippe, n'importe quoi, une entorse, s'étaient mis à ne pas se lever le matin et s'étaient mis en retard de phase. Et en réalité, ce virus, cette crise sanitaire, a déclenché énormément de dépression uniquement parce que les personnes se sont crues totalement libérées de leur rythme, puisqu'ils n'avaient pu aller au travail, qu'ils n'avaient pu aller faire les courses, parce qu'elles avaient une complète liberté. Et donc on commençait à regarder des séries à n'importe quelle heure, trop tôt pour les gens du matin, trop tard pour les gens du soir, et puis surtout les ont regardés sur leurs ordinateurs ou sur leurs tablettes. Ce qui est une catastrophe, puisque le soir, on sait qu'on a besoin de mélatonine naturelle, sécrétée par notre cerveau, pour s'endormir et pour maintenir son sommeil, et que toutes ces lumières bleues, à part la télévision, diffusée par les écrans, bloquent la sécrétion de mélatonine. Donc, le principe est simple, on se couche comme avant, on se lève comme avant, on évite tout écran à part la télévision le soir. Et le matin, on se met en route, on fait un petit peu de gym, on s'expose à la lumière, on fait un solide petit déjeuner. Et puis le soir, pénombre, douceur, bain tiède, sans se sécher trop vite pour abaisser la température. Pas de scène de ménage, parce que la scène de ménage n'est pas bonne pour l'endormissement. Si on en démarre une, on la reporte au dimanche midi suivant. Bref, on essaye de revivre avec des rythmes comme la vie d'avant. Notre deuxième mot-clé, après la perte des rythmes, c'est la peur. Et la peur, elle est justifiée, parce qu'après tout, personne ne connaît, même les plus grands experts, ne connaissent bien ce microbe qui est complètement nouveau, qui n'était pas pathogène jusqu'alors, ou des tout petits rhumes. Et puis que la peur peut être liée à bien d'autres facteurs, on l'a vu, à cause du désastre économique, à cause des problèmes familiaux, de violences intrafamiliales, la peur de se retrouver au chômage, de se retrouver quasiment à la rue. Bref, la peur est légitime. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Bien entendu, on ne va pas supprimer la cause externe. En revanche, ce qu'il faut, et ce que j'explique toujours, c'est que avec le même phénomène, les personnes n'ont pas toujours la même réaction. Il y a des personnes, quand elles perdent un proche, elles ne font pas nécessairement une dépression. D'autres aussi. Nous ne sommes pas construits tous pareils. Donc on ne va pas supprimer la réalité de la crise sanitaire. En revanche, on pourrait essayer de modifier le vécu de cette crise. Comment on peut faire ? Les méthodes sont multiples. La première méthode, j'ai envie de dire peut-être la plus efficace, en tout cas la mieux validée, c'est la méditation. Qui peut s'appeler yoga, qui peut s'appeler relaxation, qui peut s'appeler jardinage, qui peut s'appeler le soir prière, qui peut s'appeler... Bref, toutes les méthodes qui permettent de un peu couper le contact, un peu penser à autre chose, arriver à un système où on va s'abstraire de cette crise sanitaire. Ça, c'est vraiment la première chose, elle est fondamentale, et je pense que beaucoup de personnes, pas toutes, parce qu'il y a des personnes que ça énerve la méditation. Personnellement, moi, ça m'énerve. Et j'aime beaucoup mieux jardiner que méditer. Mais disons que pour la majorité des personnes, méditer ou se relaxer 2 fois par jour, pendant 10 minutes, est une très bonne idée. Éventuellement, avant aussi d'aller au lit.
Deuxième méthode, si on est vraiment stressé, si on a vraiment peur, si on est traumatisé par la crise, des méthodes comme l'EMDR, mais aussi l'EFT, bref, toutes ces méthodes nouvelles sont parfaitement efficaces et très bien validées. Par définition, et j'ai pas peur de me montrer radicalisé, je pense que tous les somnifères et tous les tranquillisants sont des poisons et qu'on fait du mal à la population et que ce sont des produits qu'il faudrait pratiquement retirer, sauf en ce qui concerne le délirium tremens, où ça reste la seule possibilité, éventuellement la crise d'angoisse aiguë. Mais autrement, on ne doit plus jamais recourir à ces produits, qui en plus ne marchent pas et sont toxiques. De fait, on est obligé de recourir à d'autres solutions qui soient à la fois validées scientifiquement, efficaces et sans danger. Et évidemment, on pense d'abord aux plantes. Alors, quelles sont les plantes qui ont une très bonne validation scientifique? En tout premier, on parlera de la passiflore, qui a une AMM, une autorisation de mise sur le marché européenne, et qui même dans certains pays d'Europe, comme par exemple l'Espagne ou la Belgique, bénéficient d'une prise en charge et sont sur ordonnance. Mais d'autres plantes, un petit peu moins solides scientifiquement, mais dont les effets sont indiscutables, je penserai par exemple à la rhodiole pour une anxiété de fond, qui permet d'arriver à une certaine zénitude. Et puis, je penserai à d'autres plantes comme par exemple l'aubépine si on a des palpitations, la mélisse, bien d'autres encore. En ce qui concerne le sommeil, bien dormir, c'est une façon aussi de ne pas être stressé. On essaiera de l'améliorer avec des plantes qui ont également fait leurs preuves sur le plan scientifique. Je pense d'abord à la valériane, qui est vraiment très bien validée avec de très bonnes études, à laquelle il est souvent utile d'associer Escoltia, mais on peut également recourir alors à d'autres plantes réputées traditionnellement comme ayant une efficacité, mais qui n'ont pas beaucoup de preuves scientifiques, comme la camomille, comme le tilleul et bien d'autres encore, le houblon. Mais là, on est plus dans le domaine de l'allégation, beaucoup moins dans celui de la science. La mélatonine est une neurohormone sécrétée par une glande de notre cerveau qui s'appelle la glande pinéale chaque fois que nous sommes dans la pénombre. À savoir que même en plein milieu de la journée, si on se met dans le noir, on fabrique de la mélatonine et au bout d'un moment, on a sommeil et on est fatigué. C'est donc un produit parfaitement naturel. Et la glande pinéale est unique en son genre, à savoir que si on lui donne de manière externe une mélatonine de synthèse, ça ne la bloque pas. À quoi elle sert? En réalité, la mélatonine, elle a deux rôles. Le premier rôle est chronobiotique. Ce mot barbare signifie qu'elle remet les pendules à l'heure. À savoir que ça permet, quelqu'un qui s'endort trop tard, on lui donne un peu plus tôt le soir et ça va avancer son sommeil. Mais c'est un effet très bref, en 20 minutes elle est détruite. Et puis elle a un effet soporifique. À savoir que si on donne une forme à libération prolongée, et en réalité je ne prescris plus que ça, elle va couvrir la nuit, puisqu'elle va mimer la sécrétion naturelle de la mélatonine par notre glande pinéale. Et puis, on peut en cours de nuit, si on se réveille, utiliser une forme spray, on se rendort immédiatement. Si on a un bon répondeur à la mélatonine, on considère qu'à peu près 60 à 70% de la population générale répond à la mélatonine. Outre les formes mélatonine simple, à libération prolongée, sublinguale, il existe une quatrième forme à libération différée, qui est réservée en théorie aux personnes qui se réveillent tôt le matin, comme moi par exemple, qui me réveille tous les matins à 5h30, mais quand je suis trop stimulé, je me réveille trop tôt, à 4h30. Et ça, j'apprécie pas du tout. Et en le prenant au coucher, cette forme ne va se libérer qu'à 3h du matin et éviter des réveils matinaux précoces, ce qui est également l'apanage des personnes âgées. Chaque fois que l'on provoque dans l'organisme une libération d'endorphines, on a un effet apaisant, bénéfique pour le sommeil. Le rire fait partie des méthodes, de même que la colère, de même que l'exercice physique, de même que l'orgasme. Le but étant de fabriquer des endorphines.
Le rire est une des multiples méthodes. Après, il faut être répondeur. Il y a des personnes qui sont capables de rire sur commande lorsque un moniteur leur demande, d'autres non. Il s'agit de trouver la bonne méthode. Mais je rappellerai aussi ce que disait Freud, l'amour est le meilleur des somnifères.